sur de toute autre base que l'économie capitaliste. Sans bourgeoisie, sans propriété privée des moyens de production, sans marché, sans concurrence et sans course au profit. Ils durent le faire dans des conditions particulièrement difficiles, s'agissant certes d'un très grand pays, avec une multitude de ressources naturelles, mais aussi très pauvres, sous-développés sur le plan matériel comme sur le plan culturel. De plus, la révolution connut un cours différent de ce qu'avaient espéré les communistes véritables, car la révolution restant isolée, pour reprendre l'expression de Trotsky, l'appareil d'État ouvrier a subi une dégénérescence complète, se transformant d'instrument de la classe ouvrière en instrument de violence bureaucratique contre la classe ouvrière, et de plus en plus en instrument de sabotage de l'économie. Eh bien, malgré les conditions difficiles, malgré le sabotage de la bureaucratie, et contrairement aux mensonges répétés depuis, des livres scolaires aux plus grands médias, l'économie étatisée s'est révélée bien supérieure à l'économie basée sur la propriété privée, le marché et la concurrence. Cette Russie révolutionnaire, arriérée au départ, dévastée et épuisée par les guerres et les commotions révolutionnaires, mit près de 10 ans pour se replacer au niveau économique où elle était en 1913, juste avant la guerre. C'était déjà une performance, car elle y était parvenue malgré les interventions militaires des puissances capitalistes, puis malgré leur blocus économique. Entre 1926 et 1938, c'est-à-dire en 12 ans, la production industrielle de l'Union soviétique fut multipliée par 8, alors que pendant cette même période, l'économie capitaliste s'était effondrée dans la crise, y compris dans ses citadelles américaines et allemandes. En 1935, elle devint le troisième producteur d'électricité du monde, derrière les États-Unis et l'Allemagne, alors qu'elle n'était quasiment pas électrifiée avant la Révolution. Cette période de croissance sans précédent ne fut que momentanément interrompue par la Deuxième Guerre mondiale, par l'invasion des troupes nazies, mais pas définitivement arrêtée. Pendant la guerre, l'Union soviétique fut capable de tenir tête à une des principales puissances capitalistes européennes, l'Allemagne, et finalement de l'emporter. Ce ne fut pas seulement une question de courage, une question de motivation, cela a compté, bien sûr, et ô combien. Mais la guerre fut aussi une confrontation économique. Combien de chars, combien de canons les économies des deux pays en guerre pouvaient produire, et donc combien de tonnes d'acier? Eh bien, malgré l'aveuglement de Staline qui s'était laissé surprendre par l'attaque de Hitler, malgré la désorganisation de l'armée soviétique consécutive au procès politique qui l'avait décapité, l'Union soviétique et son économie, tout autant que son armée, sortirent victorieuses de cette confrontation. Et ce qui donne toute sa valeur à cette performance, ce sont les conditions dans lesquelles elle a été réalisée. Les principales industries étaient concentrées dans la partie occidentale de l'Union soviétique, cette partie précisément qui fut rapidement envahie par les armées allemandes. Il fallut alors déménager au-delà de l'Oural, en quelques mois, plus de 2600 usines, 10 millions d'ouvriers. Il fallut construire plus de 10 000 km de voies ferrées, et tout cela en plein hiver. Une opération sans précédent dans l'histoire industrielle, qui n'aurait pas été possible ni même concevable sans les accidents. Et la guerre finie, l'Union soviétique continua sur un cours ascendant son développement industriel, au point que ce pays sous-développé au départ, comparable à l'Inde ou au Brésil, elle devint dans les années 1960 une puissance industrielle, capable de se confronter dans la course à l'espace avec la principale puissance impérialiste du monde, les États-Unis, et d'être en tête pendant une bonne dizaine d'années. Cette production globale resta certes de loin inférieure à celle des États-Unis. Mais alors que la production soviétique ne représentait que 28% de la production américaine en 1937, elle en représentait la moitié en 1972. Cela se fit sous la dictature. Mais contrairement à ce que racontent bien des commentateurs aussi stupides que malveillants, ce n'est pas la dictature qui permit ces progrès fulgurants. Sinon, de Mobutu à Duvalier, de Bongo, aux dictatures militaires d'Argentine et du Brésil, on aurait dû en voir des pays qui se développent.
part croissante des richesses créées grâce à l'économie planifiée qui a été détournée par la bureaucratie pour son usage social. L'étatisation de l'économie donne de formidables moyens pour produire en fonction des besoins. Encore faut-il que les besoins puissent être déterminés, mesurés, modifiés et éventuellement corrigés. En réalité, pour qu'elle fonctionne au mieux de ses possibilités, la planification a besoin de la démocratie. Elle en a besoin pour exprimer la demande, pour la modifier au fur et à mesure de son évolution, pour critiquer aussi, le cas échéant, les défauts du plan en cours et la qualité des produits. Une des raisons fondamentales pour lesquelles la bureaucratie ne pouvait pas admettre un contrôle démocratique de la population sur la production, c'est qu'elle voulait dissimuler ses propres prélèvements. Les dirigeants de l'Union soviétique, représentant les couches supérieures de la bureaucratie, pouvaient d'autant plus être négligents vis-à-vis de la consommation des masses populaires que leurs propres besoins, y compris d'articles de luxe, étaient assurés par l'intermédiaire du réseau de magasins spéciaux, alimentés aux besoins par les importations. Mais ces méthodes n'étaient pas inhérentes à la planification. Et ces prélèvements honteux de la bureaucratie, que représentaient-ils à côté des prélèvements assumés au grand jour, à côté des dépenses de luxe les plus extravagantes et à côté du train de vie des milliardaires de la bourgeoisie? Et pour douloureuse qu'ait été la gabegie bureaucratique pour l'économie soviétique, son coût social était sans comparaison avec ce que coûte à la société l'immense gâchis de la course au profit, des rivalités économiques, la financiarisation de l'économie, le chômage de masse, sans même parler des crises. Il faut aussi ajouter que, pour négliger quels étaient les besoins de classes laborieuses, le progrès de leur niveau de vie n'était certainement pas inférieur à celui des masses populaires de pays au degré de développement comparable. Et même sous l'angle de la consommation de masse, l'Union soviétique des années 1930, puis des années 1950 et 1960, ne pâtirait pas de la comparaison avec d'autres pays comme le Brésil ou l'Inde. Et ce, d'autant plus si l'on tient compte non seulement des salaires individuels, mais aussi de l'accès de tous, à la santé, à l'alphabétisation, à la scolarisation, y compris jusqu'au niveau universitaire. Alors oui, malgré toutes les conséquences néfastes de l'isolement économique, malgré les méthodes bureaucratiques, malgré le parasitisme de la bureaucratie, l'économie soviétique basée sur la propriété étatique et la planification a progressé plus fortement pendant un bon demi-siècle que n'importe lequel des pays bourgeois. L'Union soviétique sous-développée est devenue la deuxième puissance industrielle du monde. Il n'y a eu qu'un seul pays au monde où le prolétariat a pensé les méthodes économiques dont il est porteur. Alors que le capitalisme fonctionne dans les quelques 200 pays enregistrés à l'ONU, eh bien la comparaison est probante entre cette seule et unique tentative prolétarienne et toute la variété de fonctionnement capitaliste.